Vous l'avez compris, le choix des personnalités qui donnent leur nom aux conférences est un peu un prétexte. De fait, si je suppose celles et ceux parmi vous qui ont passé du temps, vécu pour des raisons professionnelles aux États-Unis, ont peut-être entendu parler ou avaient peut-être entendu parler de Paul Revere, Paul Rivoire, je crois que Roger Sherman reste quand même, à part le fait qu'il a donné son nom à un tank, comme vous le savez. Alors en fait, c'est pas lui qui a donné son nom au tank, c'est un de ses distants petits-neveux, le général William Tecumseh Sherman, qui est entré dans l'histoire des États-Unis pour une phrase dont je ne suis pas absolument sûr qu'il l'ait prononcée. Vous savez, « The only good Indian is a dead Indian », le seul bon Indien, c'est un Indien mort. Bon. Et Sherman, évidemment, le général, c'est lui qui a donné son nom au tank. Mais c'est vrai qu'il s'enorgueillissait d'être un parent distant de Roger Sherman. Roger Sherman, c'est ce qu'on appelle en anglais un acquired taste, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un que beaucoup de gens connaissent. Et en même temps, il m'a paru intéressant de l'utiliser. Alors vous allez voir, il apparaît finalement relativement brièvement dans la présentation. Et en même temps, la brièveté de sa présence n'empêche pas qu'il ait joué un rôle absolument essentiel dans les États-Unis tels que nous les connaissons aujourd'hui. Nous allons revenir un tout petit peu sur lui plus tard, mais je vous avais dit que la conférence sur Paul Revere était largement inspirée d'un livre de David Hackett Fischer, un des plus grands historiens américains contemporains. Très très belle analyse suivant la méthode des annales de l'arrière-plan historique, sociologique, économique, culturel de la ville de Boston et de son mouvement vers la liberté dont Paul Revere avait été à la fois un des artisans, un des symptômes, une des incarnations. Ici, vous le voyez, j'ai disposé à droite la biographie la plus récente, ou du moins l'étude la plus récente sur la contribution de Roger Sherman à la création de la République américaine. Alors, je vous rassure tout de suite, d'abord, c'est un livre qui a été publié par The Oxford University Press, donc c'est une branche américaine, enfin, c'est un livre très sérieux par un historien, là aussi américain, beaucoup moins connu que David Hackett Fischer, parce que plus universitaire que vraiment grand public, qui s'appelle Mark David Hall. Alors, pour vous donner une idée quand même de la relative obscurité d'où nous allons tirer Roger Sherman, les deux dernières biographies de Roger Sherman avant celle de 2013 dataient l'une de 1938, donc vous voyez qu'il s'était écoulé un peu de temps quand même, et l'autre de 1896, donc vous voyez qu'on ne se bouscule pas pour écrire des biographies de Roger Sherman. J'insiste tout de suite, parce que ça n'est pas inintéressant pour ceux d'entre vous qui m'ont dit qu'ils avaient été sensibles au rapport entre l'histoire américaine et les points de vue contemporains. Le livre de Mark David Hall, dont vous voyez la couverture à droite, est un livre très polémique. C'est un livre qui vient, alors, pas du Tea Party Movement, pas des mouvements néo-antifédéralistes, mais qui vient quand même, si vous voulez, de ce qu'on appellerait la droite intellectuelle de l'échiquier politique américain. C'est-à-dire des gens qui sont passionnés d'une chose qui s'appelle en théorie de droit constitutionnel, j'espère que le droit constitutionnel ne vous effraie pas parce que nous allons en parler pas mal, en théorie de droit constitutionnel américain, sont intéressés par ce qu'on appelle original intent, l'intention originale des fondateurs de la République américaine. À l'heure actuelle, à la Cour suprême des États-Unis, qui, vous le savez, est à l'heure actuelle plutôt orienté vers la droite de l'échiquier politique, sous la présidence de son Chief Justice qui s'appelle John Roberts, le tenant des positions conservatrices les plus fermes est un très brillant juriste, catholique romain, d'origine italienne, comme son nom l'indique, Antonin Scalia, le grand défenseur de la théorie de l'intention originale. Et cette intention originale, bien sûr, consiste à dire « nous n'avons pas à nous mêler d'un certain nombre de problèmes sociétaux, le mariage entre personnes du même sexe, vous voyez que nous n'en sortirons pas, le mariage entre personnes du même sexe, puisque ça n'apparaît pas dans l'intention originale des pères fondateurs et en particulier des rédacteurs de la Constitution. » Donc, ces gens,
Antonin Scalia, qui encore une fois est un juriste absolument époustouflant. Tout le monde, même ses pires ennemis politiques, s'accordent à reconnaître que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, connaissant le droit américain, le droit constitutionnel américain sur le bout des doigts. Pas un seul exemple, pas une seule décision de la Cour suprême dont il a besoin pour justifier les siennes ne lui manque. Enfin, c'est un personnage. Et bien sûr, vous voyez que cette idée d'intention originale qui va justifier le fait que la Cour suprême ne tranche pas dans un certain nombre de débats de société contemporains, va donc inévitablement favoriser un immobilisme plutôt qu'un progressisme, c'est clair. Et donc cette notion d'intention originale, original intent, est utilisée par toute une partie du corps juridique américain plutôt orienté vers la droite de l'échiquier politique pour, d'une certaine façon, refuser de faire de la Cour suprême le garant d'un certain nombre de positions qui apparaîtraient trop progressistes, en particulier dans le domaine des mœurs. Alors pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux États-Unis, vous le savez, c'est évidemment le contraire de la Cour Warren. La Cour Warren, c'est celle qui, en 1954, a décidé que le principe constitutionnel, enfin le principe érigé en principe constitutionnel par la Cour suprême en 1896, par une décision qui s'appelle Plessy contre Ferguson, Plessy versus Ferguson, cette idée qu'il était possible pour des groupes d'origine raciale différente dans la société américaine de se développer de manière égale mais séparée, separate but equal, ce qui à partir de 1896 a rendu la ségrégation raciale constitutionnelle. Vous le savez, c'est en 1954 que la Cour suprême, dans cette décision qu'on appelle epoch-making, qui a fait date véritablement, et qui s'appelle Brown versus Topeka Board of Education, Kansas, a déclaré, sous la présidence de Earl Warren, l'ancien président de la Cour suprême de Californie, que Eisenhower avait nommé à ce poste parce qu'il pensait qu'il était un conservateur. Et ça, vous savez, il faut toujours faire très très attention quand on nomme des gens dont on pense qu'ils sont de votre bord politique ou qu'ils sont des conservateurs ou des libéraux. Souvent, une fois dans leur responsabilité, ils prennent le contre-pied des attentes qui étaient celles de ceux qui les ont nommés. Donc il faut toujours se méfier de nominations trop politiques parce qu'elles risquent toujours de se retourner contre vous. Et c'est vrai que Earl Warren a été à la tête probablement de la cour la plus interventionniste qu'on ait connue. Or, une cour interventionniste, c'est une cour qui justement défend le droit de la Cour suprême d'interpréter la Constitution pour l'adapter à l'évolution de la société. Ce que, bien sûr, les partisans de l'intention originale refusent. Alors, ce long détour, pour vous expliquer que le livre Roger Sherman et la création de la République américaine est un livre qui vient du monde de l'original intent, de l'intention originale. Mark David Hall est quelqu'un qui est considéré comme un très grand universitaire américain, mais plutôt orienté dans ce sens-là. Et l'idée, c'est que tout le livre tourne autour des opinions religieuses de Roger Sherman et l'oppose de manière systématique à tous les autres pères fondateurs, à commencer par Washington, Jefferson, Hamilton, les Adams, enfin John plutôt que Samuel, dont nous avons parlé la dernière fois, qui étaient des déistes, c'est-à-dire des gens qui étaient quand même imprégnés de l'esprit des Lumières et qui croyaient en un Dieu grand architecte et grand horloger, vous reconnaîtrez évidemment la phrase de Voltaire, tout en gardant une distance extrêmement prudente d'avec le thème, si vous voulez, de la religion révélée, et en particulier du christianisme, doctrine de l'incarnation, du salut universel par le sacrifice christique, etc., etc. Bien. Alors, pour les gens, disons, plutôt sensibles aux positions de la droite américaine, le déclin de la référence chrétienne dans l'éthique politique américaine est quelque chose de très grave. Cette sorte de, comment dirais-je, de nébuleuse, vaguement sentimentalo-morale qui consiste à dire qu'après tout, peu importe le péché pourvu qu'on pardonne le pécheur, bon voilà, hein. Tout ça évidemment est très mal vu par ces gens-là. D'où effectivement la tentative de Mark David Hall de construire Roger Sherman comme une sorte de calviniste convaincu dont l'apport à la Constitution est d'autant plus important qu'il l'a fait au nom de principes ouvertement et essentiellement dogmatiquement religieux et pas
pas au nom d'une sorte de, encore une fois, de vague grand tout théologique dans lequel, effectivement, encore une fois, le déisme ouvert, assez maçonnique, il faut bien le dire, du XVIIIe siècle, était concerné. Je vous rappelle que beaucoup de ces gens étaient des maçons, bien sûr, au sens, non pas du tout Troisième République, radical-socialiste, bouffeur de curés, bon, mais au sens, évidemment, encore une fois, grand architecte et grand horloger de l'univers. Si vous allez un jour à Mount Vernon, ou si vous êtes allé à Mount Vernon en partant de Washington, vous traversez la seule petite ville qui existait à l'époque, puisque Washington n'existait pas pour des raisons évidentes, hein. Vous traversez la seule petite ville qui existait à l'époque, la ville d'Alexandria, qui est sur les bords du Potomac, et quand vous arrivez à Alexandria, la première chose qui vous frappe, c'est une espèce d'énorme bâtiment, assez laid, il faut bien dire. Ce bâtiment, c'est le temple maçonnique, et il a des dimensions absolument extraordinaires, parce que toute sa vie, George Washington a été le grand maître de la loge maçonnique d'Alexandria, tout simplement, hein, il faut le savoir. Voilà. La dernière fois, nous avons terminé avec, évidemment, ce moment fondamental du 4 juillet 1776, où en présence de quelqu'un dont nous avons pas mal parlé, John Hancock, qui présidait le Congrès continental, le groupe de 5 délégués au Congrès continental qui avait été chargé de rédiger la déclaration d'indépendance à l'intuition d'un personnage qui s'appelait Robert Henry Lee et qui avait dû retourner, lui, en Virginie et qui avait été remplacé par un jeune, brillant homme politique qui s'appelait Thomas Jefferson. Et vous savez que la grandeur de John Adams, ça a été de dire, faut surtout pas que nous nous mêlions de rédiger la déclaration d'indépendance. Monsieur Jefferson m'a l'air beaucoup plus compétent que nous pour faire ça. Et effectivement, les 4 autres ont attendu tranquillement que dans la maison du maçon d'origine allemande, dont Jefferson a loué le premier étage pendant qu'il était à Philadelphie à ce moment-là, Jacob Graff, hein, on puisse effectivement attendre que Jefferson ait produit la déclaration. Et je vous rappelle, 5 personnes dans cette commission: Benjamin Franklin, the grand old man of American politics, hein, la figure tutélaire de la politique et de l'indépendance américaine. Ici, très probablement, Robert Livingston, grand marchand new-yorkais représentant l'État de New York. Ici, bien sûr, John Adams, le Massachusetts. Jefferson, la Virginie. Et évidemment, le dernier, celui-ci, c'est Roger Sherman, déjà. Donc ça, Sherman, vous le voyez, a quand même comme titre de gloire d'avoir été l'un des 5 membres de la commission qui a reçu du Congrès la mission de rédiger la déclaration d'indépendance. Sherman, je crois qu'il faut tout de suite le dire, représentait déjà à ce moment-là les petits États, ou les petites colonies, puisqu'on n'est pas encore, on est sur le point de devenir un État, mais les petites colonies. Et ça, il va absolument falloir vous en souvenir, parce que un des grands problèmes de la Constitution, ça va être comment est-ce qu'on équilibre les droits et les pouvoirs des grandes colonies devenues de grands États et des petites colonies devenues de petits États. Donc, vous aviez 4 grands États représentés, qui étaient la Pennsylvanie avec Benjamin Franklin, la Virginie avec Thomas Jefferson, l'État de New York avec Livingston et le Massachusetts avec Adams. Vous voyez qu'il y avait un grand État du Nord, le Massachusetts, un grand État du Sud, la Virginie, 2 États qu'on appelle Mid-Atlantic, au milieu de l'Atlantique, c'est-à-dire les États qui font lien entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire New York et la Pennsylvanie, et puis une petite colonie qui était, encore une fois, le Connecticut. Alors, je ne peux pas passer trop de temps, vous les retrouvez ici, hein, tous les 5, on ne va pas s'attarder inutilement maintenant. Nous nous transportons rapidement, comme si rien ne s'était passé, du 28 septembre au 19 octobre 1781. Nous sommes ici à Yorktown, c'est-à-dire nous sommes en fait dans l'État de Virginie, et dans une espèce de boursouflure territoriale à l'est de l'État de Virginie, sur les bords d'une baie qu'on appelle la Chesapeake, baie qui est en fait la baie par laquelle le fleuve qu'on appelle le Potomac se jette dans l'océan Atlantique. Nous nous trouvons donc dans une ville qui s'appelle Yorktown, et dans cette sorte de péninsule de Yorktown, qui en quelque sorte mord sur la baie de la Chesapeake dans sa partie nord et sur l'océan Atlantique dans sa partie sud, le général anglais, commandant en chef des forces anglaises dans le sud des colonies, Cornwallis, se trouve coincé par un encerclement organisé par le général Washington et Rochambeau,
Et l'amiral de Grasse s'est glissé avec ses bateaux à l'entrée de la Chesapeake pour empêcher l'amiral Hove de venir chercher les troupes britanniques et de leur permettre de se réembarquer. Et donc, le 19 octobre 1781, se produit cette cérémonie absolument terrible qui consiste pour Cornwallis, que vous voyez à gauche en rouge, à remettre effectivement son épée en signe de reddition et de celle de ses troupes. Et vous voyez que Washington, avec un sens du rituel extrêmement fort, se tient à distance à l'arrière au pied du drapeau américain. Le drapeau anglais a été transformé en un drapeau blanc de reddition, et ce n'est pas Washington qui va recevoir évidemment la reddition de Cornwallis, c'est un de ses officiers supérieurs pour bien signifier effectivement l'humiliation des Anglais. Pendant ce temps-là, Washington fera jouer à sa musique un air inspiré de Handel qui s'appelle « The World Upside Down », le monde sens dessus-dessous, pour bien montrer qu'on est vraiment entré dans un nouveau monde, puisque la grande puissance coloniale, l'Angleterre, qui est sortie de la guerre de 7 ans dont nous avons parlé la dernière fois et du traité de Paris qui l'a suivi, auréolée d'un statut de première puissance planétaire, puisqu'elle a confisqué les éléments du premier empire colonial français, le Canada, une partie des Antilles et l'Inde, l'Angleterre vient d'être humiliée par ces anciennes colonies, encore une fois, au nom de principes totalement britanniques, ceux du Bill of Rights de 1689, c'est-à-dire « government by consent », il n'y a pas de gouvernement qui soit légitime s'il ne s'exerce pas avec le consentement des gouvernés, et « no taxation without representation », aucun pouvoir ne peut imposer des taxes à une population dont les représentants n'ont pas voté les taxes qui devront être payées. Transportons-nous 2 ans plus tard, le 3 septembre 1783, je ne sais pas si vous connaissez ce coin de Paris, mais j'y ai longtemps emmené mes étudiants de Cagnes et mes étudiants de l'École normale supérieure en pèlerinage, quand même ne serait-ce qu'une fois, c'est très important. Hein. C'est le numéro 56 de la rue Jacob. Hein. Et en ce numéro 56 de la rue Jacob, qui s'appelait jadis l'hôtel d'York, le 3 septembre 1783, c'est-à-dire un tout petit peu moins de 2 ans après la victoire de Yorktown. Donc ça, c'est très important. La victoire de Yorktown, c'est 1781. La signature du traité de paix, c'est 1783, presque 2 ans après. Donc David Hartley, qui est représenté Sa Gracieuse Majesté le roi George III, Benjamin Franklin, toujours la Pennsylvanie, même s'il était né à Boston, John Jay, l'État de New York, et John Adams, évidemment, le Massachusetts, ont au nom des États-Unis d'Amérique signé le traité définitif de paix reconnaissant l'indépendance des États-Unis. En fait, les négociations avaient eu lieu au numéro 44 de la rue Jacob. Mais le numéro 44 de la rue Jacob, c'était à l'époque l'ambassade d'Angleterre. Et Benjamin Franklin a refusé de signer le traité de paix en territoire britannique. Il a donc exigé que la signature du traité soit déplacée dans un autre hôtel particulier de la rue Jacob, encore une fois, le numéro 56. Et alors, on voit ici un tableau de Benjamin West, à gauche, grand peintre américain de l'époque, qui représente les délégués américains et leurs accompagnateurs, si je puis dire. David Hartley, le représentant de Sa Majesté britannique, a refusé de poser pour le tableau, et donc le tableau a été abandonné et n'a jamais été terminé. Et évidemment, vous avez ici la feuille ultime du traité de paix, qui s'orne évidemment des signatures, Hartley à gauche le Britannique, John Adams, Massachusetts, Benjamin Franklin, Pennsylvanie, John Jay, l'État de New York. John Jay sera, au cas où j'oublierai de le dire tout à l'heure, le premier président de la Cour suprême des États-Unis. C'est à lui que George Washington confiera la mission d'être celui qui a créé la tradition de... Alors, cet intervalle 81-83, qui a longuement été étudié par les historiens américains, nous allons nous le réduire à un événement, et un seul. Cet événement s'est produit dans la vallée de l'Hudson, c'est-à-dire l'Hudson, vous savez, c'est le fleuve qui remonte à l'ouest de Manhattan, vers évidemment le nord de l'État de New York, qui à la hauteur de Albany, il s'appelle ainsi parce que c'est un Anglais, Hudson, qui l'a découvert. On pense que Giovanni da Verrazzano, qui a découvert la baie de New York
au nom de François Ier, et qu'il a appelé à cause de ça la Nouvelle-Angoulême. Vous savez que New York s'est d'abord appelé la Nouvelle-Angoulême, puis la Nouvelle-Amsterdam, puis finalement la Nouvelle-York. Hein. Bon. Mais Giovanni de Verrazzano a vu l'Hudson. Et il n'a pas compris, on n'a pas de texte de lui, hein, mais on suppose qu'il a pensé que c'était un lac. Et donc, ce n'était pas la peine d'explorer. Or, en fait, la fortune de New York vient de là. Puisque vous le savez, l'Hudson remonte vers le nord jusqu'à ce qu'il croise la Mohawk, et la Mohawk, elle, s'en va dans le lac Erie. Et donc, George DeWitt Clinton, le grand gouverneur visionnaire de l'État de New York dans les années 1820, est responsable de la création du canal qui va doubler la Mohawk et qui va permettre de faire de New York le port d'entrée et de sortie de toutes les marchandises, relié par l'Hudson navigable et le canal qui double la Mohawk au Grand Lac, c'est-à-dire à l'expansion, évidemment, vers l'ouest des États-Unis. C'est sur l'Hudson qu'après la victoire de Yorktown, George Washington va rassembler ses troupes. Il ne peut pas, d'une certaine manière, dire à ses soldats de partir, parce que si par hasard les négociations du traité de paix échouaient, il faudrait reprendre les armes. Donc on ne peut pas effectivement, d'une certaine manière, laisser partir l'armée. Et George Washington décide effectivement de cantonner l'armée près d'un endroit qui est très important dans l'histoire de l'armée américaine et qui est tout simplement West Point, puisque l'endroit dont nous allons parler maintenant se situe à peu près une quinzaine, vingtaine de kilomètres au nord de West Point, sur la rive droite de l'Hudson quand vous la descendez, sur la rive gauche bien sûr quand vous la remontez. Et vous avez ici ce paysage absolument magnifique de la vallée de l'Hudson. Certains d'entre vous dans cette salle sont venus avec moi à une occasion ou à une autre dans un voyage dans la vallée de l'Hudson, et vous savez que ce qui est très vite fascinant, c'est qu'on s'aperçoit que 20 km au nord de New York, on a un certain nombre de points de vue où on a très probablement le sentiment qui a été celui des premiers explorateurs de la vallée de l'Hudson, c'est-à-dire une immensité naturelle à perte de vue qu'aucune présence humaine n'est encore venue troubler. Probablement, ça c'est très miraculeux. Quand on pense quelquefois que New York est à 25 ou 30 km, la vallée de l'Hudson, en particulier bien sûr à l'automne, est superbe. L'endroit où Washington établit son cantonnement s'appelle Newburgh, N-E-W-B-U-R-G-H. La petite ville existe encore. Et la maison que vous voyez là, c'est en fait le quartier général de Washington. Là aussi, certains d'entre vous se souviennent probablement d'y être allés avec moi. C'est cette maison-là. Alors, ce n'est pas dans la maison, mais c'est à côté de la maison que va se passer l'événement fondamental. Vous voyez ici Washington peint en 83 par Rembrandt Peale. Alors, vous savez, Charles Willson Peale, c'est un merveilleux peintre américain originaire de Baltimore, qui avait un petit peu, en fait, il pensait que la peinture, ça se transmettait comme les héritages, et donc il avait un certain nombre d'enfants qu'il avait appelés Rubens Peale, Rembrandt Peale, Titien Peale et Raphaël Peale. Comme ça, vous ne pouvez pas se tromper. Si vous voyez. Alors ça, c'est Rembrandt Peale, effectivement, qui a peint ce portrait de Washington. Et là, vous avez l'endroit qu'on appelle The Temple, qui était la chapelle des troupes de Washington, cantonnées à Newburgh, en attendant leur démobilisation finale, si par hasard le traité de paix était signé de façon satisfaisante. Or, c'est passé le 15 mars 1783, donc faites bien attention, hein, vous avez entendu tout à l'heure, le 4 septembre, la signature du traité de paix. Le 19 octobre 81, la fin de la guerre, donc si vous voulez, 1 an et demi après la fin de la guerre, à peu près, disons, 6 mois avant la signature du traité de paix, s'est produit ici quelque chose d'absolument fondamental. C'est-à-dire que de jeunes officiers, ulcérés de la façon dont le Congrès continental, alors vous savez, le Congrès continental, c'est celui qui commence en 1774, qui reprend ses travaux sous la forme du deuxième Congrès continental en 1775, et qui jusqu'en 1781 va gérer l'union des 13 colonies devenues 13 États indépendants. Puis en 1781, pour des raisons que je vais expliquer dans un instant, il va s'appeler le Congrès de la Confédération. Et donc en 83, ceux qui les ulcèrent, ces jeunes officiers, c'est le comportement du Congrès de la Confédération, organe législatif qui gère les relations entre les 13 colonies devenues 13 États indépendants. On le sait, George Washington n'a cessé d'envoyer des lettres au Congrès continental jusqu'en 81, au Congrès de la Confédération à partir de 81. Dans ces lettres, il demande tout simplement des vivres, des munitions, des uniformes,
des chaussures, des armes, et il s'interroge continuellement sur le versement des soldes et sur les éventuelles retraites qui seront données à ces héros de la liberté américaine. Et à chaque fois que le Congrès ou continental ou de la Confédération reçoit une lettre de Washington, on crée une commission. C'est vous dire l'efficacité des réponses. Et donc, en 83, en mars 83, les jeunes officiers, sentant quand même, parce que les nouvelles circulent, il y a une progression véritable des pourparlers de paix, on pense que l'Angleterre a fini par accepter que les colonies vont devenir indépendantes, et donc les jeunes officiers, d'une certaine manière, rassurés sur le fait que la guerre est terminée, rassurés sur le fait que le but de la guerre est atteint, c'est-à-dire l'indépendance des 13 colonies devenues 13 États indépendants, mais inquiets de la manière dont ils vont être rémunérés, récompensés, dédommagés pour tout ce qu'ils ont fait, et ulcérés encore une fois de l'inefficacité du Congrès de la Confédération, ces jeunes officiers vont penser à un coup d'État militaire, penser à faire de George Washington éventuellement un dictateur à vie, éventuellement un roi. C'est là où va se produire un événement qui est absolument superbe. Vous vous demandez peut-être ce que font ces lunettes sûres. Le 15 mars 1783, George Washington a appris 2 jours avant la conspiration dont il est, d'une certaine manière, le bénéficiaire bien involontaire. Il réfléchit pendant environ 48 heures et ensuite il convoque tous ses officiers dans le Temple que je vous ai montré ici. Il y arrive. C'est un homme, on n'a jamais su si George Washington est un innocent béni des dieux ou peut-être le plus retors de tous les hommes politiques. Hein. C'est-à-dire qu'arrivé devant ses officiers, il sort ses lunettes que vous voyez ici, qui ont été préservées. Enfin, on dit qu'elles ont été préservées. Si vous n'y croyez pas, je pense que ça ne vous empêchera pas d'aller au ciel, comme on dit. Hein, mais voilà. Mais il sort ses lunettes, il les ajuste, disent ceux qui ont vu la scène relativement lentement, et il commence à dire « Pardonnez-moi, messieurs, de ce geste, mes yeux se sont beaucoup usés dans le service de notre pays et j'ai besoin de ces lunettes pour vous lire ce que je vais vous lire maintenant. » Alors, inutile de vous dire que quand vous avez passé de 1776 à 1783 pour un bon nombre d'entre eux sous l'autorité de cet homme, voir effectivement cet homme faire allusion à son vieillissement et à son blanchissement sous le harnois du combat pour la liberté, ça ne peut que créer un moment d'émotion et les témoins nous disent que de jeunes officiers se sont mis à pleurer quand ils ont vu, évidemment. Et alors ça, c'est fabuleux, puisque c'est à ce moment-là que Washington leur lit cette lettre dont nous avons conservé le manuscrit autographe de Washington, dans lequel il leur dit que jamais, au grand jamais, il n'acceptera que ces officiers le portent au pouvoir, quelle qu'en soit la nature, au détriment de la soumission de l'autorité militaire à l'autorité civile qui fonde la légitimité de l'autorité militaire. C'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que cet homme ait eu le courage et la maîtrise de lui-même de résister, parce que je suis désolé, mais on est en 1783, 16 ans plus tard, à un 18 Brumaire, quelqu'un ne résistera pas à la tentation, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, bon. Et à partir de là, évidemment, Chateaubriand n'aura pas de mal à bâtir le fameux parallèle entre Bonaparte et Washington qui hante les pages des Mémoires d'outre-tombe. Hein, ça, c'est clair. Et alors, évidemment, ce qui va se produire, c'est que le soufflet de la conspiration et du coup d'État militaire va retomber d'un seul coup, puisque celui qui devait en être le bénéficiaire en devient le principal opposant. Hein. Et évidemment, le 23 décembre 1783, une fois que la nouvelle de la signature du traité de paix à Paris, parce qu'à l'époque il n'y a pas d'email si vous voulez, donc il faut un peu de temps avant que, voilà, même si c'est signé début septembre, ça met du temps à arriver aux États-Unis bien sûr. Donc le temps que la nouvelle arrive, où ça, au Parlement, à l'ancienne, si vous voulez, à l'ancien Parlement colonial de l'État du Maryland, qui est situé à Annapolis, où siège à ce moment-là le Congrès de la Confédération, le 23 décembre 1783,
Alors regardez bien, c'est Maryland State House, construite entre 1772 et 1779, qui a été le Capitole des États-Unis, c'est-à-dire l'endroit où la législature gouvernant les États-Unis s'est réunie du 26 novembre 1783 au 13 août 1784. Dans ce Parlement, le plus vieux de la nation qui soit encore utilisé à but législatif, le général George Washington a rendu son épée devant le Congrès continental le 23 décembre 1783. C'est là que le 14 juillet 1784, le Congrès a ratifié le traité de Paris, dont nous avons parlé, de façon à mettre fin à la guerre révolutionnaire, et c'est là que le 7 mai 1984, le Congrès a nommé Thomas Jefferson ministre plénipotentiaire, qui est parti d'ici, effectivement, le 14 septembre 1786. La Convention d'Annapolis, qui a invité les États à se retrouvailles qui ont conduit à la Convention constitutionnelle, s'est déroulée également ici. Nous allons revenir dans un instant. Donc, la State House d'Annapolis est un endroit très important. Et il s'y est déroulé cette chose extraordinaire, peinte ici par Trumbull, c'est-à-dire que fidèle à ce qu'il avait dit à ses jeunes officiers le 15 mars 1783, le 23 décembre 1783, George Washington s'est présenté pour rendre sa lettre de nomination au Congrès continental, lettre de nomination qui datait, je vous le rappelle, de juin 1775. Vous le savez, entre juin 1775 et 1783, pendant 8 ans, George Washington, qui était le propriétaire terrien le plus obsédé de la rentabilité de ses terres, etc., George Washington n'a jamais remis les pieds à Mont-Vernon. Il s'était engagé à ne jamais revenir chez lui, alors qu'il est passé de nombreuses fois assez près de Mont-Vernon. Il s'était engagé à ne jamais revenir à Mont-Vernon tant qu'il n'aurait pas bouté les Britanniques hors du territoire des colonies. Hein. C'est un homme tout à fait exceptionnel. Hein. C'est vraiment... Alors, évidemment, il est entouré par des gens qui lui faisaient très peur. Hein. Il était terrorisé par l'intelligence abstraite de gens comme Alexander Hamilton, dont nous avons déjà parlé, ou de Thomas Jefferson, qui le rendaient... Bon. Mais c'est un homme d'une intelligence politique, d'une droiture, d'un bon sens, et ça n'est pas une prise de position politique, rassurez-vous, mais absolument époustouflant. Et alors, regardez, c'est très étonnant, parce que Martha est là. Or, en fait, Martha n'était pas là. C'est comme la mère de l'empereur dans la scène du sacre de, vous savez, de Napoléon, hein, où Laetitia Ramolino apparaît sur la tribune de côté. Elle n'était pas plus là au sacre. Elle avait très bien compris, comme elle disait, pour vous que ça dure, et ça ne durerait pas. Hein, voilà. Et donc, Martha est là, mais Martha, en fait, n'était pas là. Où est-ce qu'elle était? Elle était à Mont-Vernon, à attendre le retour de son mari, puisque son mari lui avait promis qu'il serait de retour pour Noël, et il est arrivé à Mont-Vernon après... Alors, elle l'avait rejoint à plusieurs reprises sur les champs de bataille. Mais entre juin, encore une fois, 75, et, c'est-à-dire pendant pratiquement 12 ans, hein, il n'a pas remis les pieds chez lui. On a d'ailleurs toute une série de lettres absolument extraordinaires où il écrit à l'intendant de la propriété constamment des instructions extrêmement minutieuses sur les semailles, sur les récoltes, sur à qui vendre, sur à qui il faut prêter de l'argent, sur à qui il faut en donner parce qu'ils sont trop pauvres autour de lui, etc. C'est tout à fait extraordinaire. Cet homme qui gérait sa propriété comme il a ensuite géré l'État, si vous voulez. Ça, c'est tout à fait essentiel. Et alors, effectivement, ayant rendu sa lettre de nomination le 23, le 24, il est arrivé pour célébrer Noël à Mont-Vernon pour la première fois avec Martha et les 2 enfants que Martha lui avait donnés, puisque vous savez que George Washington n'a jamais eu d'enfants en propre. Ce qui a nourri longtemps le rêve d'une monarchie transitoire qui aurait été incarné pendant quelque temps, pendant sa vie durant par Washington, qui n'ayant pas d'enfant n'aurait pas pu transmettre la couronne, et donc le moment venu après la mort de Washington, on aurait pu envisager une évolution institutionnelle, mais d'une certaine manière, avoir Washington comme roi, ça permettait d'assurer peut-être la stabilité de la transition entre le statut de colonie et le statut d'État. Il n'en a jamais été, bien sûr, question finalement. Et je voudrais attirer, pour ceux d'entre vous que ce genre de choses intéresse, votre attention sur un livre magnifique de Gary Wills, qui est probablement, avec David Hackett Fisher, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, un des historiens les plus brillants que l'Amérique récente nous ait fourni. Et Gary Wills s'est lancé, mais il y a déjà une vingtaine d'années maintenant, dans un livre fascinant qui s'appelle Cincinnatus, George Washington and the Enlightenment, Images of Power in Early America. Il s'est lancé dans une analyse du rapport de George Washington avec le pouvoir, allant jusqu'à dire à la fois son admiration sans borne pour la manière dont Washington a su créer la fonction. Hein, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais peu importe. Et en même temps, avec une sorte de doute constant. Gary Wills est prodigieusement intelligent et il dit très honnêtement, je n'ai jamais su. Est-ce que Washington est une sorte, comme on dit en anglais, de
natural, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait naturellement la chose juste. Hein. Ou est-ce qu'alors c'est le plus retors et le plus brillant de tous les politiques qui comprend qu'au contraire de tous les politiques contemporains qui n'ont qu'une idée, c'est de s'accrocher au pouvoir, le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de paraître sans cesse s'en détacher. Car c'est vrai que Washington, c'est toujours... Vous voyez, 1783, il refuse le coup d'État militaire qui aurait pu faire de lui une sorte de proto-Bonaparte, et il rentre chez lui, au coin du feu, pour s'occuper des deux enfants de Martha et de la propriété. Hein, et on y reviendra tout à l'heure. Donc si jamais ce genre de choses vous intéresse, et le livre n'a malheureusement pas été traduit en français, et que vous lisiez l'anglais couramment, ce que je me doute beaucoup d'entre vous font, vous pouvez lire ça, c'est très passionnant. C'est très très passionnant. Avec une étude en particulier de la représentation de Washington, y compris, vous savez, la fameuse statue de Houdon, devant lequel tout le puritanisme américain s'est complètement secoué. C'est-à-dire voir Washington pratiquement complètement nu, avec juste une toge à la romaine, pour bien montrer que la réincarnation, si vous voulez, des Caton et des Brutus de la vertu romaine, c'était George Washington, ça a frémi dans les chaumières en disant le président est nu ou quasiment nu. Bon, voilà. Et ça, c'est très bien fait. Voilà. Montvernon, je ne sais pas si vous êtes jamais allé à Montvernon, mais c'est superbe. Et ce qui est superbe à la fois, et je me souviens d'avoir accompagné un personnage politique français important, une ministre pour ne pas la nommer, à Montvernon, et en arrivant, elle m'avait dit « mais ça n'est pas un palais ». Ce qui était une remarque à la fois apparemment très simple et en même temps très intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, on sort d'un pouvoir arc-bouté sur le château pour entrer dans un pouvoir arc-bouté sur une maison qui n'est certes pas un 2 pièces cuisine, effectivement bon, mais qui n'a rien, si vous voulez, de la dimension ou de la rhétorique architecturale du château. Et à l'arrière, vous voyez, c'est ça qui est magnifique, c'est la vallée du Potomac. Hein. Je pense que George Washington a toujours été extrêmement frappé par la somptuosité de la nature américaine. Cette nature qui est à la fois, si vous voulez, immense, hein, généreuse et féconde, et en même temps, effectivement, extraordinairement belle. Alors, tout ça, je vous le rappelle, avait commencé en 1774 par le premier congrès continental. C'était poursuivi en 1775 par le deuxième congrès continental et le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance. Mais après la déclaration d'indépendance, qui avait permis de réaliser le rêve de Franklin, vous vous souvenez, je vous avais montré ce dessin que Franklin avait fait circuler dans l'ensemble des 13 colonies pour montrer que si les 13 colonies étaient unies, elles étaient comme un serpent qui pourrait évidemment mordre la mère patrie, l'Angleterre, et peut-être la détruire, alors que s'ils étaient séparés ou tronçonnés, le serpent ne pourrait rien. Et donc, join, hein, unissez-vous, or die, ou mourrez. Eh bien, nous voilà, effectivement, le 15 novembre 1777. Parce qu'inutile de vous dire qu'une fois la déclaration d'indépendance signée par le seul John Hancock, le seul président du Congrès continental, qui avait dit aux autres, surtout ne signez pas, du moins signez pas la copie officielle, parce que vous devenez immédiatement, évidemment, susceptible d'être exécuté sur place pour haute trahison. Donc il était le seul à avoir signé, on a une copie signée par tous les délégués, mais ce n'est pas celle-là qui a été reproduite, imprimée et affichée sur les murs. Et inutile de vous dire que quand les Anglais ont entendu parler évidemment de la déclaration d'indépendance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils sont arrivés à Philadelphie ventre à terre pour disperser le second congrès continental. Et alors là, il faut bien dire, c'est très étonnant, de 1776 à pratiquement 1781, c'est-à-dire la victoire de Yorktown, le congrès a erré. C'est-à-dire que l'autorité qui gouvernait les relations entre les 13 ex-colonies devenues 13 États a littéralement erré, en fuite, devant les poursuites de l'armée britannique. Jusqu'au jour, le 15 novembre 1777, où il s'est arrêté dans le petit tribunal d'une toute petite ville qui s'appelle York, qui est à peu près 200 km à l'ouest de Philadelphie. Et c'est là que les délégués du Congrès continental ont signé ce qu'on appelle les articles de confédération, c'est-à-dire le premier texte constitutionnel qui a régi les relations entre les 13 ex-colonies devenues 13 États indépendants. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en même temps que le Congrès continental s'occupe de rédiger un texte commun aux 13 colonies, tous les ténors
du Congrès continental sont retournés chacun dans leur colonie pour préparer la constitution de leur État devenu indépendant, parce qu'il a fallu que chacune des colonies se dote d'une constitution qui consacre son indépendance. John Adams est retourné dans l'État du Massachusetts, où il a pratiquement tout seul rédigé la constitution du Massachusetts, qui sera extrêmement utile ensuite en 87 pour la constitution américaine, et Jefferson, évidemment, est retourné en Virginie, à Richmond, où il a effectivement, lui aussi, rédigé la constitution de l'État nouvellement indépendant de Virginie. Et chacun des grands juristes de ces États, qui avaient été envoyés comme délégués au Congrès continental, est rentré chez lui pour acter textuellement l'indépendance des 13 colonies. Et alors c'est très émouvant. Enfin, je suis allé à York une fois dans ma vie, c'est pas un endroit où on va tous les matins, parce qu'il faut vraiment vouloir y aller, mais je voulais absolument y aller. Je suis allé à York, et là, vous vous dites, quand on pense que sont devenus les États-Unis, que ça s'est passé là, dans une... Vous voyez, c'était le tribunal, c'est où habitait le juge à l'étage, ne rêvez pas, le juge, quand il passe... Parce que vous savez que c'est ce qu'on appelait aux États-Unis, c'était des circuits, c'est-à-dire que les juges circulaient de tribunal en tribunal à période fixe de l'année pour rendre les jugements qu'on attendait depuis pratiquement un an à chaque fois. Hein. Et donc, on logeait le juge en haut, et en bas, les délégués du Congrès continental se sont installés dans la salle du tribunal et ils ont fini la rédaction des articles de confédération. Et vous voyez, le service des postes américains a même fait un timbre qui s'appelle « Rédaction des articles de confédération, Yorktown, Pennsylvania, 1777 ». Et vous avez ici les articles of Confederation and Perpetual Union. Alors ça, c'est très important. Vous voyez, ces articles de confédération et d'union perpétuelle, quand les États du Sud entreront dans la logique de la sécession, on leur rappellera que certes, ils sont entrés librement dans l'Union, mais qu'ils ont signé librement un texte qui disait que l'union dans laquelle ils entraient librement était perpétuelle ou ne serait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, un des arguments contre la sécession, j'aurai pas le temps de me répandre dans les arguments de la sécession, peut-être à propos de... Si, on y reviendra à propos de Lincoln, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis Lincoln aussi, parce qu'il faut quand même pas. Mais, si vous voulez, un des arguments des antisécessionnistes, ce sera de dire, attention, vous êtes entrés librement dans l'Union, mais le document que vous avez signé librement, et qui marque votre entrée dans l'Union, est un document qui parle d'une union perpétuelle. Donc vous ne pouvez pas maintenant, si vous voulez, comme on dit en anglais, conserver votre gâteau et le manger. Hein. Il faut, ou vous l'avez, ou vous le mangez. Mais vous ne pouvez pas, voilà, hein, have your cake and eat it, comme on dit en anglais. Hein. Et alors, ces articles de confédération se sont révélés en fait absolument désastreux. Se sont révélés désastreux pour plusieurs raisons sur lesquelles nous allons revenir. Et vous avez ici à nouveau le Potomac. Et vous voyez, le grand-père du General Lee, le commandant en chef des forces sudistes pendant la guerre de sécession, Lee avait été un compagnon d'armes de Washington. Il a suivi Washington pendant toute la guerre. Et c'est lui auquel on doit cette définition « First in war, first in peace, first in the hearts of his countrymen ». Premier dans la guerre, premier dans la paix, premier dans le cœur de ses concitoyens. Premier dans la guerre, on l'a vu, c'est lui qui garantit l'indépendance par la victoire militaire, avec l'aide de la France, bien sûr, il l'a toujours dit, Rochambeau, hein, à Yorktown. D'où le Lafayette, nous voici. Hein, je ne reviens pas là-dessus. Mais, premier dans la paix, nous allons y venir maintenant. C'est-à-dire que Washington, rentré chez lui calmement en 83, commence très vite à voir que les articles de confédération censés assurer une union perpétuelle sont incapables de juguler les forces centrifuges de l'union des 13 États alors que l'ennemi commun a disparu. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que vous avez un ennemi commun, c'est très facile de rester ensemble parce que vous vous dites, bon, il faut tenir contre. Mais le jour où cet ennemi commun disparaît, alors tout le monde recommence à penser à ses petites affaires. Et c'est Washington qui, à Mont-Vernon, a convoqué en 1775 ce qu'on appelle la conférence de Mont-Vernon. Donc tous les constitutionnalistes américains s'accordent à reconnaître que c'est la première étape sur la route de Philadelphie 1787 et la rédaction de la Constitution. Je traduis rapidement au cas où, en 1785, le Maryland et la Virginie sont tombés d'accord pour avoir une conférence sur leurs problèmes commerciaux. Alors ça c'est très clair, les problèmes commerciaux c'est des problèmes économiques, c'est-à-dire que la baie de la Chesapeake, tout le monde, c'est prophétique, tout le monde y pêche,
sans se soucier des droits des autres États. Et à un moment, les pêcheurs virginiens disent « mais les pêcheurs du Maryland commencent à nous casser les pieds, ceux du New Jersey sont absolument infernales », et il commence à y avoir des petites batailles navales entre flottilles de pêche, comme on a vu par exemple dans l'Atlantique entre différentes nations européennes, il commence à y avoir de petites batailles navales. Ça, c'est très important, hein. Donc, première chose, il commence à y avoir des tensions entre les États pour, évidemment, la possession d'un certain nombre d'avantages économiques, de richesses naturelles, etc., sur le territoire américain. La deuxième chose, et c'est pour ça que je ramène Jefferson, en 1784, Jefferson a remis un rapport au Congrès de la Confédération parce qu'il est au courant de quelque chose qui l'agace suprêmement. C'est-à-dire, un certain nombre d'États commence à envisager le développement d'une politique coloniale au-dessus des Appalaches. Si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai dit qu'en 1763, la première acte de montée vers la guerre d'indépendance, ça avait été la façon dont le roi George III et le gouvernement britannique avaient interdit aux colons de franchir les Appalaches. Et là, évidemment, l'interdit étant levé, puisque, bien sûr, les colonies sont devenues des États indépendants, un certain nombre d'États, alors inutile de vous dire les États du Mid-Atlantic, la Virginie, la Pennsylvanie, l'État de New York, commencent à envisager de se tailler des empires coloniaux au-delà des Appalaches. Et Jefferson leur dit, première chose, si certains États se taillent des empires coloniaux, certains États deviendront trop gros par rapport à d'autres et il y aura un problème d'équilibre à l'intérieur de la nation. Deuxièmement, si vous insistez pour vous faire des colonies de l'autre côté des Appalaches, ces colonies vous feront un jour ce que nous venons, nous, colonies, de faire à la mère patrie. Donc si c'est ça que vous voulez... Et alors vous voyez, pour nous c'est évident, mais comme toutes les grandes innovations, elles sont marquées par leur simplicité qui n'apparaît qu'après coup. Washington dit, il faut que tous les territoires qui sont à l'ouest des Appalaches, nous les organisions de manière à ce qu'ils deviennent des États libres et égaux en droit et en devoir avec les 13 États fondateurs. Nous ne pouvons pas nous arroger le droit de nous créer des empires au-delà des Appalaches. Il faut qu'au-delà des Appalaches naissent des États qui seront libres, égaux en droit et en devoir avec les 13 États fondateurs. C'est comme ça que les États-Unis sont nés. Hein. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut de Jefferson, et Dieu sait que j'ai dit des tas de choses extrêmement déplaisantes sur Jefferson, qui est un personnage très problématique, mais c'est un génie. C'est-à-dire que personne, à l'époque, n'avait pensé à cette chose extraordinairement simple, et qui nous paraît aujourd'hui totalement évidente, qui est qu'il fallait que tous les territoires entre les deux océans soient finalement des États tous libres, égaux en droit et en devoir, pour que la fédération puisse fonctionner. Et donc, un des buts de Washington, en organisant la conférence de Mont-Vernon, où sont présents le Maryland et la Virginie concernés au premier chef, mais d'autres représentants d'autres États, c'est aussi de dire, attention, il faut prendre en compte le rapport de Jefferson, Jefferson sait ce qu'il dit, et il faut effectivement nous méfier de ça. Et puis, troisième élément, troisième tome de discorde, à peine les Anglais sortis par la porte, les Anglais tentent de rentrer par la fenêtre. C'est-à-dire, ils disent, vous allez, bon, bien sûr, les Français vous ont aidé, on s'est mal comporté, mais enfin, vous n'allez pas vous entraîner, vous laisser entraîner dans une alliance permanente avec la France, qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont pas du tout les mêmes conceptions que vous, c'est des catholiques romains, c'est des absolutistes, nous on est quand même, regardez, c'est quand même nos principes à nous que vous avez utilisés pour nous mettre dehors, etc. Et le grand vecteur du retour à l'alliance britannique, c'est Hamilton, l'homme de l'industrialisation. Le grand vecteur de la perpétuation de l'Alliance française, c'est Jefferson, l'homme de l'agriculture comme seule vocation pure de l'Amérique. Et donc, vous voyez, il y a les forces centrifuges, elles sont en place. Confrontation entre les États pour le partage des richesses de la nation, confrontation entre les États sur le statut de ce que sont les territoires au-delà des Appalaches, confrontation entre les États sur sommes-nous britannophiles, anglophiles, ou sommes-nous francophiles. À l'issue de cette réunion, et devant l'ampleur des problèmes qui sont soulevés, Washington suggère et est suivi l'idée qu'on devrait probablement rassembler des délégués l'année suivante à Annapolis, déjà nommés, pour voir s'il y a lieu de faire quelque chose. Et en 1786, à l'été 86, donc, se réunira la convention d'Annapolis.
Alors, l'idée quand même, c'est qu'entre 85 et 86, beaucoup de gens ont réfléchi et ils disent les articles de la Confédération, ça ne peut plus marcher. Il faut qu'on révise les articles de la Confédération. Deuxièmement, eh bien, il va falloir qu'au-delà des États, apparaisse une autorité qui s'imposera à tous les États. C'est ce qu'on appelle un gouvernement fédéral. Et dernière chose, qui donne évidemment un tout petit peu de piment à la situation, c'est que pendant que se déroule la Convention d'Annapolis, qui échouera lamentablement parce qu'il n'y aura pas suffisamment de délégués, les États ne seront pas suffisamment représentés, a commencé à germer dans l'État du Massachusetts la première grande secousse, la première grande révolte intérieure, qu'on appelle évidemment la Cheese Rebellion. Et cette rébellion, hein, vous voyez, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant toute la guerre, parce que le Congrès n'a pas voté les budgets nécessaires, l'armée a vécu au crochet des habitants d'expédients, c'est-à-dire de billets signés en disant on lui a pris 10 poulets, on lui a pris 15 vaches, on lui a pris ceci, cela. Et évidemment, les fermiers se sont retrouvés, si vous voulez, à l'issue de la guerre, avec ces dettes que les différents États avaient contractées à leur égard via l'armée continentale. Et quand eux-mêmes, les fermiers, ont eu des problèmes pour boucler leur fin de mois, ils ont dit, mais enfin, les États nous doivent un argent fou, ils n'ont qu'à nous le payer. Et les États, évidemment, ont commencé à dire, mais pas du tout, on vous paiera quand on aura le temps, parce que l'armée continentale, c'est pas nous, mais nous, vous nous devez de l'argent, donc il faut payer vos impôts, etc. Et alors, évidemment, il y a eu ça, hein, qui consistait pour les fermiers je vous ai parlé des circuits qui consistaient pour les fermiers à empêcher les juges d'exercer leur action de réappropriation ou de paiement de dettes dans les tribunaux, et c'est allé jusqu'à... Alors, l'image est fausse, parce que l'arsenal de Springfield dans l'État du Massachusetts, à la fin des années 1780, il était beaucoup moins important que ça. Mais il y avait déjà à Springfield, dans l'État du Massachusetts, un arsenal, et les fermiers, la jacquerie de Daniel Cheese s'est dirigée vers cet arsenal pour y prendre les armes et se soulever. Et là, c'est très intéressant, parce que les fermiers sont à l'ouest du Massachusetts, les villes sont à l'est. On a déjà une tension extrêmement forte entre l'ouest et l'Est. L'Ouest agricole, l'Est urbain, artisanal, proto-industriel, et la Cheese Rebellion qui sera finalement matée, mais simplement matée, en février 87. Elle durera de août 86 à février 87. Et elle fera planer sur le corps politique américain l'ombre, effectivement, du désordre et de la subversion. Et c'est ça, je pense, qui a fait que cette convention d'Annapolis, qui n'a réuni que 12 représentants, donc c'était clair que ce n'était pas eux qui allaient changer les articles de confédération à 12, hein, qui devait effectivement remettre de l'ordre dans l'histoire des relations intercommerciales entre les États, etc. Cette convention d'Annapolis, qui a échoué lamentablement, elle a envoyé une lettre rédigée par Alexander Hamilton, comme par hasard, aux 12 colonies, parce que le Rhode Island a toujours trouvé que, oh là là, il ne fallait pas se mêler de ça, ils étaient si petits qu'ils ne voulaient pas s'engager dans ces histoires-là. Il leur a envoyé une lettre en leur disant, écoutez, il faut qu'on se retrouve, parce qu'il faut qu'on mette de l'ordre dans ce bazar. J'allais dire autre chose d'un peu plus... voilà. Bon. Et, effectivement, la rébellion de Daniel Cheese et de ses fermiers a donné une singulière pertinence à l'idée qu'il était temps de faire quelque chose. Hein. Alors, je ne sais pas du tout si vous êtes au courant de cette partie-là de l'histoire américaine, mais moi je trouve ça passionnant, parce que vous voyez, les gens ont l'impression que les États-Unis sont sortis tout armés de la tête de je ne sais pas qui, hein, comme Palasatena. Bon, il n'y a pas du tout. Hein. Ça a été effectivement, et la question ça a été, est-ce qu'il faut un gouvernement fédéral, pas de gouvernement fédéral, est-ce qu'il faut que les États soient tenus à l'intérieur d'un cadre très strict, etc., etc. Hein. Et alors, évidemment, l'idée, ça a été de revenir aux origines, Philadelphie, 1774, 1775-76 et 1787, le printemps 1787. Et effectivement, alors, le congrès de la Confédération à ce moment-là, c'est-à-dire l'autorité qui régit les relations entre les 13 États, est à New York. À Philadelphie, c'est ce qu'on appelle une convention constitutionnelle, qui ne s'appelle pas encore constitutionnelle, hein, parce qu'on ne sait pas qu'on va faire la constitution. Ça, c'est très important. Il faut bien que vous compreniez que quand les délégués arrivent, ils ne savent pas qu'ils vont produire la constitution des États-Unis. Sauf peut-être un d'entre eux, qui est James Madison,
James Madison, lui, a déjà réfléchi qu'il faut jeter les articles de Confédération à la poubelle et qu'il faut repartir from scratch, de rien, pour penser véritablement un texte. Madison est un génie. On l'appelle le père de la Constitution. Vous savez que quand vous prenez l'organisation de New York, hein, vous avez la première, la deuxième, la troisième avenue. Puis ensuite, vous avez Lexington, 18-19 avril 1775, première bataille avec les Britanniques, Park Avenue, Madison Avenue. Pourquoi Madison? Parce qu'il est le père de la Constitution. C'est lui qui a véritablement pensé le premier à la possibilité d'une Constitution. Et alors, on va se rassembler, n'oubliez jamais, hein, là aussi, ceci, ce que je viens de vous montrer, c'était la législature de la colonie de Pennsylvanie. C'est-à-dire c'était le Parlement de la colonie de Pennsylvanie où travaillait aussi la Cour suprême de la colonie de Pennsylvanie. Et c'est là, dans cette pièce. Alors vous savez qu'aujourd'hui on appelle ça Independence Hall, et ça s'appelle la salle de l'indépendance parce que Lafayette, lors de son deuxième voyage, quand il est arrivé à Philadelphie, a dit « Je voudrais voir la salle de l'indépendance ». On lui a dit « Ah bon, mais c'est quoi ça ?» Il a dit ben, « C'est l'endroit où vos délégués ont pensé ensemble et la déclaration de l'indépendance ». Et les Américains sont très fiers de vous dire que Independence Hall s'appelle Independence Hall à cause de Lafayette. C'est lui qui a donné son nom à. Et alors, la salle que vous voyez ici, l'Assembly Room, c'est celle, bien sûr, la voilà, son entrée, c'est dans cette salle qu'ont été discutées, sous la présidence de John Hancock, la déclaration de l'indépendance et, bien sûr, la Constitution des États-Unis. Je vous ai remis une vision naïve d'un personnage délicieux qui s'appelle Hicks, qui était un Quaker, qui était un peintre naïf, qui vous représente ici la déclaration de l'indépendance dans la salle dont nous venons de parler. Cette salle, si vous êtes allé à Philadelphie, et il faut y aller parce que c'est un endroit extrêmement émouvant. Alors, il faut y aller en réfléchissant un peu et en expliquant ce qui se passe. Mais évidemment, c'est très émouvant. Quand vous entrez dans cette salle et que vous vous dites que le monde moderne politiquement est né là, quand même, c'est absolument étonnant. Et vous voyez ici, première décision de la Convention constitutionnelle, c'est de porter à la présidence de la Convention constitutionnelle qui est bien sûr George Washington. Donc George Washington apparaît deux fois. 85, la conférence de Mont-Vernon, qui va entraîner la convention ratée d'Annapolis, qui va entraîner la convention réussie de Philadelphie, et quand il va arriver à Philadelphie, il va unanimement être élu président de la convention. Et alors là, écoutez bien, parce que ça c'est quand même pas inintéressant, première décision de Washington, messieurs, je suis désolé, il n'y avait pas de dames à l'époque, messieurs, je n'accepte le poste de président de votre réunion, de votre convention, que si vous promettez un secret absolu sur nos débats. Si par hasard, le contenu de nos débats devait traîner dans la presse locale et d'autres États, nous serions soumis à une pression populaire insupportable qui empêcherait la liberté de notre réflexion et de nos discussions. Dans l'ordre de la stérilité de la pression médiatique, Washington avait déjà tout compris, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, alors ensuite, alors vous me direz, oh là là, ces intellectuels et ces élites qui discutent entre eux, c'est quand même l'essence de l'antidémocratie. Et Washington avait dit, en temps utile, si par hasard nous parvenions à des conclusions qui devaient être soumises au peuple parce qu'elles engageraient son avenir, alors il faudrait se lancer dans un processus de ratification. Mais avant, je vous demandais. Et alors vous le savez, nous savons ce qui s'est passé à la Convention à cause d'un personnage, qui est James Madison, qui encore une fois est le seul qui arrive à la Convention constitutionnelle sachant ce qu'il veut, une constitution qui éloigne définitivement les articles de Confédération et qui permettent d'entrer dans autre chose. Et Madison non seulement prend des notes dont il indique qu'elles ne devront être révélées au public qu'à sa mort, mais il expédie tous les jours une lettre à son mentor politique, Thomas Jefferson, qui est ambassadeur en France. Et quand on lui dit « mais vous n'avez pas peur de rompre le serment que vous avez fait de ne rien dire », il dit « vous savez, le temps que les lettres arrivent à M. Jefferson en Paris, la Convention sera terminée depuis longtemps. » Et c'était vrai, en plus. Voilà. Et alors vous me direz, enfin, car je sentais comme un frisson, c'est curieux, on croyait que cette conférence était consacrée à un monsieur qui s'appelait Roger Sherman. Et il n'était plus question de Roger Sherman depuis très longtemps. Mais je vous avais prévenu, Roger Sherman joue un rôle extrêmement bref, mais capital. Ça, je crois que c'est extraordinaire. Vous voyez, sans cet homme dont nous n'avons encore rien dit, les événements dont nous avons parlé n'auraient pas trouvé leur sens.
Et ce sens, c'est la Constitution. Alors, Roger Sherman, c'est un homme du Connecticut. C'est-à-dire, c'est un homme d'un État ou d'une colonie qui a été fondé par des gens qui ont été expulsés du Massachusetts parce que leur version de la réforme ne correspondait pas à la version presbytérienne du Massachusetts. En particulier, des calvinistes radicaux ont été pourchassés hors du Massachusetts, parfois il faut bien le dire brûlés, hein, et ceux qui ont réussi à s'enfuir sont allés soit vers l'État du Rhode Island, soit vers la colonie qui est devenue celle du Connecticut. N'oubliez jamais que Roger Sherman et ça c'est une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'Américains le considèrent comme important, c'est le cas typique du self-made man. C'est-à-dire qu'au départ, de l'homme qui s'est fait tout seul, au départ, c'est quelqu'un qui est un cordonnier. Comme d'ailleurs le père de John Adams quand il n'était pas fermier. C'est un cordonnier, et ce cordonnier va trouver le moyen de s'enseigner à lui-même le droit jusqu'au moment où sa connaissance du droit le fera admettre au collège de Yale, l'université de Yale aujourd'hui, à New Haven dans le Connecticut, et où il vouera un attachement sans borne à Yale qui lui a permis de devenir l'homme de loi qui fera de lui un représentant constamment réélu à la législature de l'État du Connecticut et qui fera de lui l'envoyé du Connecticut avec d'autres au premier congrès continental, au deuxième congrès continental, au congrès de la Confédération et à la Convention constitutionnelle. Il vouera une reconnaissance sans borne à cette université qui aura reconnu l'effort qu'il a fait pour s'extraire d'une certaine manière de sa condition par le travail intellectuel et qui fera de lui un des grands juristes de Yale. Du coup, il occupera toute sa vie la position de trésorier et trouveur de financement pour l'université de Yale. Si vous allez aujourd'hui à Yale, c'est probablement un des rares endroits aux États-Unis où tout le monde sait qui est Roger Sherman, parce que c'est l'homme qui a assuré le développement à la fois financier et intellectuel de l'université de Yale. Et alors, nous allons nous transporter maintenant dans cette fameuse salle que vous avez vue tout à l'heure, où se décide à la fois la Déclaration d'indépendance et la Constitution. Et effectivement, le 29 mai 1787, une fois George Washington arrivé, une fois son élection assurée, une fois la promesse obtenue du secret absolu sur les délibérations, George Washington invite un premier délégué, Edmond Randolph, gouverneur de l'État de Virginie, qui a succédé à Thomas Jefferson dans ce poste quand Thomas Jefferson est parti comme ambassadeur en France. Et Randolph propose le plan de la Virginie. Le plan de la Virginie, c'est très simple. Une législature bicamérale, parce que le problème de l'exécutif, il faudrait s'y attarder, mais je n'aurai pas le temps de m'y attarder. Roger Sherman n'y est pas intervenu, donc il nous intéresse moins. C'est vrai qu'il faudrait pouvoir s'y attarder, mais sinon on n'aurait pas le temps. Donc, Randolph propose une législature bicamérale, 2 chambres, toutes les deux fondées sur le principe de la proportionnalité de la population. C'est-à-dire une chambre qui s'occupera éventuellement des relations entre les États et une autre chambre qui s'occupera des relations entre les États unis et le monde extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous commencez à voir que ça ressemble vaguement à la Chambre des représentants et au Sénat, vous avez raison, c'est clair, mais parce que c'est ça qui est fascinant, vous voyez. Quand on lit le très beau livre, j'oublie le nom de cette femme qui s'appelle Pauline de son prénom et son nom ne me revient pas maintenant, elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle Miracle at Philadelphia, le miracle de Philadelphie. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des gens qui sont arrivés convaincus d'un certain nombre de choses, la plupart refusant systématiquement l'idée d'une nouvelle constitution, la plupart étant convaincus que si on remettait un exécutif fort, on réinstaurait le principe monarchique, pour ne pas dire tyrannique, dont on venait de se libérer par la Révolution. Et ce sont des gens qui, par le débat et le dialogue, alors là, on pourrait se dire, tiens, une certaine classe politique, suivez mon regard, qui pourrait s'inspirer de ce principe de dialogue, de débat honnête, de tentative, effectivement, d'avancer vers la définition de points communs sur lesquels on pourrait se mettre d'accord, non pas pour se faire plaisir, mais dans l'intérêt de la nation, si vous voyez ce que je veux dire. Suivez mon regard, comme disait l'autre. Et donc, pendant effectivement de début mai à début septembre, parce que n'oubliez pas que ces gens-là, certains font parfois
plus d'une semaine de cheval pour arriver à l'endroit de la convention. Hein, ils ne prennent pas un avion le matin pour, etc. Hein, et que quand arrive début septembre, c'est des gens qui disent « Oh là là, il va commencer à pleuvoir, quand il va falloir nous remonter dans le Massachusetts, on va tomber peut-être sur des inondations, etc. etc. » Donc il faut repartir début septembre. Hein. Il y a une contrainte de temps qui est bien plus météorologique qu'autre chose. Et donc Randolph propose un plan dans lequel il dit une législature bicamérale, une plutôt tournée sur le problème des relations entre les États, l'autre sur le problème de l'union des États face au monde extérieur, mais bien sûr le principe c'est la proportionnalité de la représentation, parce que no taxation without representation, à partir du moment où des États contribuent plus à l'entretien des deux chambres et au travail, à la mise en œuvre du travail des deux chambres, il est normal que ces États soient plus représentés et plus de voix au chapitre dans la manière dont on va effectivement travailler. Ça c'est donc, on l'a dit le 29 mai 1787, inutile de vous dire que du point de vue des petits États, c'est un désastre absolu. C'est-à-dire que les petits États se drapent dans leur dignité et disent « Bon, ben, si c'est comme ça, hein, nous, roudoudou, baveurs et boudeurs, on rentre chez nous, tout simplement. Hein, parce qu'on ne voit pas pourquoi. » Alors ça aussi, vous voyez, beaucoup de gens sont persuadés, encore une fois, que les États-Unis sont sortis tout armés de la tête de je ne sais qui. Mais en fait, ce n'était pas du tout évident au départ. Hein. Et encore, je fais un résumé extrêmement rapide. Hein. Pour ceux d'entre vous peut-être qui sont plus spécialistes de ces sujets que moi, ça apparaît un tout petit peu simple. Oui, mais je pense qu'il faut quand même essayer de simplifier sans trahir, évidemment. Alors du coup, si vous voulez, Washington dit non, ça n'est pas possible. On ne peut pas simplement laisser la parole aux grands États. Or, Washington, à cause de l'expérience de la guerre, il a parcouru toutes les colonies. Il a rencontré des gens qui ont transformé leur légitimité militaire pendant la guerre en une légitimité politique d'après-guerre. Et donc il connaît William Paterson, qui est le gouverneur du New Jersey, qui est caractéristiquement un des petits États. Et il dit « je vous donnerai la parole ». Et alors effectivement, le 14 juin 1787, et il commence à faire chaud à Philadelphie, hein, le 14 juin 1787, William Paterson, gouverneur de l'État du New Jersey, se lève et propose ce qu'on appelle le plan du New Jersey, en réponse au plan de Virginie proposé par Randolph quelques jours auparavant. Et alors le plan du New Jersey, c'est d'une simplicité biblique, une législature monocamérale, une seule chambre, dans lequel chacun des États sera représenté par un vote. Et Paterson dit, votre histoire là sur la proportionnalité, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que c'est qu'une fédération? Une fédération, c'est fait d'États libres et indépendants, qui consentent simultanément à renoncer aux mêmes droits pour que ces droits auxquels ils ont renoncé simultanément et qui sont les mêmes soient administrés dans l'intérêt de la fédération. Donc, quelle que soit notre population, quelle que soit notre contribution, l'indépendance à laquelle nous renonçons nous coûte autant qu'à vous les grands États. Donc, il serait totalement anormal que nous acceptions que cette indépendance à laquelle nous renonçons soit gérée par des gens qui, inévitablement, pourraient être soupçonnés de gérer dans leur intérêt les droits auxquels nous avons renoncé. Un point c'est tout, dit Paterson, c'est à prendre ou à laisser. Et alors, c'est là où va émerger, comme probablement certains d'entre vous le savent, ce qu'on appelle ici le grand compromis. Ce grand compromis porte un autre nom, le compromis du Connecticut. Pourquoi? Parce qu'on va voir se lever, le lendemain de la présentation du plan du New Jersey par William Paterson, un homme qui s'appelle Roger Sherman, qui va dire, écoutez, je pense que si nous nous jetons mutuellement à la figure, les grands États, leur plan de Virginie, les petits États, leur plan du New Jersey, nous n'aboutirons jamais. Alors, qu'est-ce qu'il faut conserver dans les deux plans pour qu'on puisse éventuellement parvenir à un compromis dans l'intérêt du bien commun, hein, la res publica. Et vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que là où le plan de Virginie demande une législature bicamérale fondée sur la proportionnalité, là où le plan du New Jersey propose une législature monocamérale fondée sur l'égalité des États qui s'engagent dans la fédération, Roger Sherman va dire, écoutez, moi je crois que les deux principes sont constitutionnellement aussi légitimes l'un que l'autre. Donc nous nous en sortirons que si nous adoptons une législature bicamérale qui simultanément incarne chacune des deux, l'un des deux principes légitimes d'une fédération. C'est à la fois, comme toutes les innovations majeures, c'est toujours après que tout le monde se dit, comme c'était simple,
Pourquoi n'y avons-nous pas pensé? Et c'est ça la grandeur de Roger Sherman, bien sûr, c'est d'y avoir pensé avant tout le monde. Hein. Et alors, il va effectivement conduire, avec l'aide de Washington, et Washington en s'appuyant sur lui, la Convention constitutionnelle a créé à l'intérieur d'un système fédéral, avec un gouvernement national qui s'imposera à tous les États, fondé sur la séparation lockienne des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il va imposer une version du législatif qui sera la première des aspects de la Constitution à recueillir l'assentiment général des délégués à la Convention constitutionnelle, c'est-à-dire une législature bicamérale dans laquelle une chambre, la Chambre des représentants, sera fondée sur le principe de la proportionnalité à la population parce que cette population importante contribuant plus au budget commun, elle a le droit à avoir plus de la parole sur l'utilisation de ce budget commun, mais que comme par contre tous les États étant libres et égaux en droit et qu'ils ont consenti simultanément à renoncer aux mêmes droits en faveur de la fédération, il est normal qu'une autre chambre, le Sénat, représente ce principe de l'égalité des États fondateurs. Chacun des États fondateurs aura 2 sénateurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'État du Rhode Island, qui n'est pas présent à la Convention constitutionnelle, parce que comme avait dit un de ses délégués, I smell a rat. Hein, ça ne me paraît pas très net leur histoire. Là, on va se retrouver floué dans cette histoire-là. Vous savez qu'il faudra que Washington menace le Rhode Island d'invasion militaire pour que le Rhode Island finisse par signer la Constitution. Et l'État du Rhode Island, donc, aujourd'hui encore, a 2 sénateurs, 6 ans de mandat, renouvelable par tiers, le Sénat, et 1 représentant, tellement l'État est petit. Hein, ça, c'est clair. Vous ne pourrez pas avoir moins que ça. Et alors, évidemment, le héros de ça, c'est lui. C'est-à-dire, c'est lui. Alors, bon, est-ce que c'est lui seul ? Non. Très probablement, il poursuit depuis très longtemps avec un autre brillant juriste du Connecticut, Oliver Ellsworth, de longs débats. Vous voyez, ça pour moi c'est très important. La position de Sherman, elle est née d'un dialogue constant avec quelqu'un qui était à la fois son ami, pas toujours d'accord avec lui, mais avec qui ils ont conçu ensemble, d'une certaine manière, ça. Et ce personnage que vous voyez qui s'appelle Oliver Ellsworth, peint ici avec sa femme par Ralph Earl, le même peintre que le portrait de Sherman que je vous ai montré au début. Oliver Ellsworth sera le 3e président de la Cour suprême des États-Unis. Hein, ça c'est clair, personnage très important, qui est du Connecticut. Et alors, vous voyez, ce plan du New Jersey, une seule législature monocamérale, une représentation égale au Congrès, et qui était soutenu par les petits États qui avaient peur de perdre leur pouvoir dans le gouvernement fédéral, le plan de la Virginie, 2 chambres, représentation du Congrès fondée sur la population, soutenu par le grand compromis, effectivement, va être la synthèse. Hein. C'est magnifique, parce que c'est quand même directement l'époque de Hegel, je vous signale, et que là, on a véritablement une sorte de thèse-antithèse qui va se réaliser dans la possibilité d'une synthèse. Du coup, pour ceux d'entre vous qui connaissent les États-Unis, peut-être vous êtes-vous demandé un jour pourquoi les plaques d'immatriculation des voitures de l'État du Connecticut portent toutes le mot Constitution State. Parce qu'il est reconnu que sans le Connecticut, sans Roger Sherman, sans Oliver Ellsworth, la Constitution n'aurait pas existé. Le Delaware, qui a été le premier État à ratifier la Constitution dans le processus de ratification qui a suivi la Convention constitutionnelle, le Delaware s'appelle le First State, le premier État, parce que c'est le premier État à avoir ratifié. Mais le Connecticut s'enorgueillit d'être l'État qui a produit les hommes qui ont rendu la Constitution possible. Alors, je crois qu'il faut quand même évoquer un problème. Une fois voté le grand compromis, enfin, une fois entériné le grand compromis, les États du Sud ont commencé à se dire, mais pour le Sénat, aucun problème. Mais pour la Chambre des représentants, la population, c'est quoi? On compte les esclaves? Peu gênant de compter dans la population des gens qui ne sont pas des hommes. On ne compte pas les esclaves? Alors là, au niveau de la population, on est ratiboisé par les États du Nord. Et là, il y a vraiment un problème. Et alors c'est là où on va aboutir sur ce qui est le scandale inscrit au cœur de la Constitution, que dénoncera toujours Abraham Lincoln jusqu'au 13e, 14e et 15e amendement. On va arriver à ce qu'on appelle le ratio fédéral, la théorie des 3/5e, c'est-à-dire qu'il faut 5 hommes noirs pour correspondre effectivement à 3 hommes blancs. Ce qu'on appelle la théorie des 3/5e.
C'est-à-dire, dans la population, quand dans le Nord on compte 3 hommes blancs, il faut dans les populations du Sud 5 hommes noirs pour équivaloir à 3 hommes blancs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle la théorie des 3/5. Et cette théorie des 3/5 qui va permettre effectivement aux États du Sud de sauver leur existence démographique et leur représentation proportionnelle à la Chambre des représentants, sans pour autant reconnaître un statut d'égalité aux esclaves dans le décompte de la population du Sud, ce scandale inscrit au cœur de la Constitution et que Roger Sherman dénoncera. C'est sa deuxième grande contribution à la Constitution, même si elle n'est inscrite nulle part, mais on sait qu'il s'est opposé véhémentement à la théorie des 3/5, et il est même allé jusqu'à un truc absolument étonnant. Quand les États du Nord ont proposé de taxer l'entrée des esclaves aux États-Unis en faisant payer 10 $ à chaque propriétaire d'esclaves, par tête d'esclaves achetés sur le marché des esclaves, Sherman a dit, si vous leur faites payer 10 $, c'est comme si vous acceptiez que les esclaves ne sont jamais que, effectivement, des biens commerciaux. Et vous le savez, quand le 19 novembre 1863, sur le champ de bataille de Gettysburg, le point tournant de la guerre de sécession, le 4 juillet 1863, quand le 19 novembre 1863, Abraham Lincoln est allé participer à la consécration du cimetière national de Gettysburg et qu'il a prononcé the Gettysburg Address tellement vite que quand il s'est rassis, tout le monde s'est dit « mais quand est-ce qu'il parle ?» Et vous savez, c'est ce texte absolument magnifique qui dit à la fin que ici nous avons pris la décision that we here highly resolve that these dead, que ces morts ne seront pas morts en vain, et que cette nation, that this nation under God, sous l'autorité de Dieu, shall have a new birth of freedom, connaîtra une renaissance de la liberté, and that the government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth, et que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne périra jamais de la surface de la terre. Or, quand vous regardez le texte de la Gettysburg Address, qu'est-ce qu'il dit? 407 years ago, our father brought forth on this continent a new nation conceived in liberty. Il y a, alors 400, ça veut dire 80 ans, 80. Il y a 87 ans, nos pères ont fait naître sur ce continent une nation nouvelle conçue dans la liberté et consacrée tout entière à la proposition que tous les hommes sont créés égaux. Si vous calculez 1863, 87 ans, c'est 1776, la déclaration d'indépendance, et pas la Constitution de 1787. Parce que pour Lincoln, la règle des 3/5, le fédéral ratio, avait d'une certaine manière entaché d'un péché originel la Constitution, dont il a fait ensuite de la guerre de sécession le geste libérateur, purificateur, par lequel effectivement l'Amérique s'est purifiée de ce péché originel qui était la contradiction de ses propres principes d'égalité par la règle des 3/5. Alors, en même temps que l'Amérique inventait sa Constitution, autre événement très important, le Congrès de la Confédération, puisque Philadelphie c'est la Convention constitutionnelle, à New York le Congrès de la Confédération siégeait dans ce qui était la capitale temporaire de la jeune nation, le Congrès va enfin reprendre à son compte les idées de Jefferson exprimées dans le rapport de 84 dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir aucun État ne pourra créer des colonies au-delà des Appalaches. Au-delà des Appalaches, il n'y aura que des territoires libres et égaux en droit avec les 13 États fondateurs, ce qu'on appelle l'ordonnance du Nord-Ouest, qui sera votée en 1787 et qui entraînera la création de l'Ohio en 1803, etc., etc., tous États libres et égaux en droit avec les 13 États fondateurs. C'est à New York donc que se passera effectivement cet événement qui est absolument fondamental. Les États-Unis naissent d'une double chose, qui est la Convention constitutionnelle de 87 et le vote de l'ordonnance sur le territoire du Nord-Ouest à New York, aussi en 1787. L'un, la Constitution, vient de la Convention constitutionnelle, spécialement créée pour la Constitution et qui disparaîtra ensuite. L'autre vient du Congrès de la Confédération sur le rapport de Jefferson. Et vous le savez peut-être, si vous connaissez bien votre Jefferson Memorial à Washington, il y a une phrase extrêmement importante. Jefferson avait espéré qu'à l'occasion de l'ordonnance du territoire du Nord-Ouest, on pourrait condamner l'existence de l'esclavage a priori dans les nouveaux territoires qui seront créés. Le vote a échoué par une voix. C'est-à-dire qu'à une voix près, le Congrès de la Confédération n'a pas condamné l'esclavage
comme étant impossible dans les nouveaux États qui seraient créés par l'ordonnance du territoire du Nord-Ouest. Et vous savez que Jefferson a eu cette phrase magnifique qui est gravée sur le Jefferson Memorial à Washington. « Thus we see the fates of millions unborn hanging upon the tongue of one man, and heaven was silent in that awful moment. » Ainsi, voyons-nous le destin de millions d'hommes non encore nés qui dépend de la langue d'un seul homme, et malheureusement le ciel a été silencieux dans ce moment terrible. C'est par une voix, effectivement, que la condamnation... Alors vous me direz, comme Jefferson n'a même pas libéré ses esclaves par testament, c'est un peu étonnant. Mais si vous pensez à la déclaration d'indépendance ou à l'ordonnance du territoire du Nord-Ouest, Jefferson a toujours essayé de reporter sur d'autres la responsabilité de dire l'esclavage impossible, alors que lui-même, pour des raisons X, Y ou Z, ne pouvait pas. Voilà. Donc c'est dans cette salle que tout a été décidé. John Rutledge à gauche, qui sera le deuxième président de la Cour suprême jamais confirmé, qui devra donc céder sa place à Oliver Ellsworth, lui a présidé le comité du détail, parce qu'une fois que tout ça avait été décidé, il a fallu en faire un texte. Et puis ensuite, on a dit, il faut quand même que ce texte ressemble à quelque chose. Et c'est le personnage à droite qui s'appelle Gouverneur Morris, qui a été le président de la commission du style, qui a rédigé, et c'est lui qui, quand on lui a présenté le texte définitif, a vu « We the people of Massachusetts, Virginia, New York, Pennsylvania, South Carolina, North Carolina, Georgia, New Jersey, etc. » Il a pris une plume, il a biffé la liste des États et il a mis « We the people of the United States ». Donc la notion d'États-Unis apparaît pour la première fois dans ce moment magnifique où gouverneur Morris, voyant cette accumulation de la liste des États, décide que c'est insupportable, prend sa plume, biffe et écrit à la place « We the people of the United States ». Signature, bien sûr, de la déclaration d'indépendance, en présence de Washington, Benjamin Franklin au premier plan. Voilà Benjamin Franklin représenté par Benjamin West. Je vous rappelle évidemment le petit texte dont on n'a jamais su si c'est Turgot ou d'Alembert qui l'a écrit. Et ripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis. Il a arraché au ciel son feu, la découverte du paratonnerre, et aux tyrans leur sceptre. Hein. On ne sait pas si c'est Turgot ou d'Alembert qui a fait ce petit texte en latin pour décrire Franklin. Franklin, pendant toute la Convention constitutionnelle, était obsédé, comme il l'a dit à la fin. Quand tout le monde a eu signé le document, il s'est levé. Il s'est tourné vers Washington et il lui a dit « Monsieur le Président, depuis le début de nos réunions, j'observe le fauteuil sur lequel vous êtes assis. J'y ai repéré un demi-soleil. Je me suis longtemps demandé, dans la violence de nos débats, si ce soleil était un soleil couchant ou un soleil levant. Eh bien, maintenant que nous venons de signer ensemble ce document, je sais que c'était a rising sun, un soleil levant. Et le fauteuil a été conservé dans les lieux en place. Quand il est sorti, ça c'est magnifique, quand Benjamin Franklin est sorti de la dernière réunion après avoir expliqué le soleil levant contre le soleil couchant, une femme de Philadelphie s'est adressée à lui et lui a dit « Mais enfin, ça fait des mois que vous êtes rassemblés ici, on ne sait rien sur ce que vous avez fait, quel genre de régime politique avez-vous produit ?» Et il a eu cette phrase magnifique « A republic, if you can keep it ». Une république, si vous savez, vous, la conserver. Vous voyez, je veux dire, cette idée qu'il n'y a rien de plus fragile que les institutions républicaines et que les institutions républicaines n'existent qu'en fonction de la vertu des citoyens qui habitent cette république. Voilà Benjamin Franklin. Ensuite, tout le monde est allé à la City Tavern, qu'on a reconstruite, pour célébrer ensemble la signature de la Constitution. Et après, tout le monde est reparti. Le 30 avril 1789, sur les marches de Federal Hall à New York que vous avez vu tout à l'heure, George Washington a élu à l'unanimité, a prêté le premier serment de président des États-Unis. First in war, first in peace, first in the hearts of his countrymen. Et ensuite, il est allé à la chapelle de Saint-Paul, où on a conservé aujourd'hui le banc, où il a participé à la cérémonie religieuse pour rendre grâce de cette élection et de la naissance de la nouvelle nation dans laquelle Roger Sherman a joué un rôle fondamental. Sans le compromis du Connecticut ou le grand compromis, la Constitution n'aurait jamais abouti et elle n'aurait probablement pas été ratifiée, quelles qu'aient été par ailleurs les réticences d'un certain nombre de personnalités et d'États à cette ratification. La chapelle Saint-Paul aujourd'hui, vous le savez, plus personne n'y va pour le banc de George Washington et c'est bien dommage, mais on y va parce que c'est la chapelle mémoriale de tous les pompiers qui sont morts dans l'incendie, bien sûr, et la destruction du World Trade Center. Je vous remercie.